Dans le monde du sport, tu sais que tu as fait quelque chose de vraiment controversé quand tu transfères ton meilleur joueur et que les fans de ta franchise réagissent comme ça. This is the worst moment in the history of my life. This is ridiculous. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? How are we trading the franchise player? We went to the NBA Finals. He's supposed to have a statue. Hell yeah. He's supposed to have a statue. Dirk got a statue right there. It's supposed to be Luka right there. Why we don't got a statue for Luka? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur le transfert de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Donc là, on parle de NBA, de basketball pour ceux qui connaissent pas trop. Je vais revenir dans un premier temps, comme je commence à en avoir l'habitude dans mes dernières vidéos, sur le thème astral de Luka Doncic. Je vais vous parler un peu d'aspects qui sont intéressants, qui se voient dans sa personnalité, qui sont même liés à son jeu et puis sa technique, toutes ces choses. Je vais aussi vous parler de sa compatibilité astrologique avec ses futurs coéquipiers, surtout avec LeBron James qui rejoint donc à Los Angeles. Et dans la deuxième partie de la vidéo, donc je vais mettre un petit timestamp pour ceux qui veulent skipper la partie astrologique et directement aller sur la partie plus basket. Je vais vous parler de ce que je pense de ce transfert, parce que évidemment, voilà, il y a beaucoup de business derrière. Donc voilà, je spoil un peu pour ceux qui connaissent pas la situation, mais en gros, voilà, il y a l'équipe qui a fini en finale NBA, qui a transféré son meilleur joueur contre vraiment quelqu'un qui valait pas autant que lui, beaucoup plus vieux, toujours blessé. Ils ont donné des excuses très approximatives, mais derrière, il y a des histoires de casino, de législation, de Las Vegas, de complots organisés par la NBA. Bref, plein de trucs intéressants. En plus de parler de l'aspect un peu sportif qui m'intéresse aussi, tout ça, je vais essayer de le condenser dans cette vidéo et de faire en sorte que ce soit pas trop long pour tout le monde parce que voilà, je sais comment la capacité d'attention elle est devenue aujourd'hui. Je suis aussi touché par ça, donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira. Et on commence tout de suite par analyser le thème astral du monsieur. Allez, sans plus attendre. Go for the win, but it ain't over yet. 3 seconds is a Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go! Donc voici le thème astral de Luka Doncic, né le 28 février 1999, heure inconnue, donc on n'aura ni l'ascendant ni les maisons, à Ljubljana en Slovénie. Donc voici sa tête, comme ça vous pouvez bien voir que l'impression est pas de très bonne qualité, mais voilà, je l'ai déjà faite et puis j'ai fait un double, il y en a une, j'ai déjà un peu noté des trucs dessus. Mais du coup voilà, j'allais pas réimprimer pour que ce soit de meilleure qualité en changeant l'encre et tout, ça serait un peu du gaspillage de ces feuilles que j'ai déjà faites. Du coup on va se concentrer un peu sur son thème astral de manière un peu, on va le survoler, on va se concentrer sur l'aspect sportif. On va commencer par ses qualités et après je vais parler un peu de ses défauts, ses points d'amélioration en utilisant l'astrologie. Et à la fin, je vais vous parler de sa compatibilité avec LeBron James surtout parce que c'est l'autre superstar avec qui il va jouer. Alors, commençons donc. Luka Doncic est poisson. Et ça, si vous regardez un peu mes vidéos, vous m'avez déjà entendu dire à quelques moments que le poisson, c'était le meilleur signe dans le basketball aujourd'hui. Donc, le meilleur joueur du monde, c'est Nikola Jokic. Le deuxième meilleur joueur du monde, c'est sûrement Luka Doncic, qui est aussi poisson. Donc, ils sont les deux poissons. Stephen Curry est poisson. Jason Tatum est poisson. Joel Embiid est poisson. Et la liste continue. Il y en a vraiment beaucoup. Mais là, je vous ai donné 5 des 10 meilleurs joueurs du monde. Ils sont du même signe. Pourquoi le poisson et le basket? Ben, le poisson, c'est un signe très collectif. On sait, c'est l'océan, c'est le petit poisson dans l'océan. Donc là déjà, pour être fort dans un sport collectif, bah, clairement il y a cet aspect-là. Mais le poisson, on pourrait se dire, il n'est pas super compétitif. Et c'est vrai. Et du coup, dans les joueurs que je vous ai cités, il va souvent y avoir une autre planète plus compétitive. Donc par exemple, Stephen Curry, Mars en Capricorne, Nikola Jokic, Mars en Lion, et Luka Doncic, il a quoi? Il a Mars en Scorpion. Et du coup, on le voit là avec son Mars en Scorpion en degré 10 qui fait un trigone quasi parfait avec son Soleil en Poisson en degré 9,5. Et ben là, il est très renforcé niveau compétitivité. Donc ça va vraiment mettre Mars en lumière. Et Mars, je vous le rappelle, c'est la planète de la guerre, de la compétition et du sport. Et d'autres sujets aussi, mais on va pas forcément en parler ici.
Donc j'ai fait une vidéo sur tous les placements de Mars et évidemment j'ai fait la vidéo sur Mars en Scorpion, qui est sûrement une des vidéos les plus importantes vu que Mars est en domicile dans ce signe-là. Donc oui, il y a le côté poisson qui va vraiment l'aider pour le côté jouer pour les autres. Donc Luka Doncic, c'est un très bon passeur par exemple. Mais Mars en Scorpion, c'est vraiment la compétition absolue. Donc le Scorpion, il veut vraiment battre son opposant. C'est pas forcément qu'il veut être le meilleur. Celui qui veut être le meilleur, par contre, c'est le Lion. Et du coup là, on va parler de cet aspect-là. Donc le Lion, c'est vraiment je veux être le meilleur, je veux briller, je veux être la star, je veux être le chef, je veux être le leader, je veux être le capitaine. Le Scorpion, il veut être le meilleur, mais c'est très intériorisé. Et des fois, il montre pas qu'il veut être le meilleur, en fait. Des fois même, il va faire semblant qu'il veut être nul, en fait, pour avancer dans l'ombre. Le Lion, c'est pas du tout ça. Et en plus, on le voit, ça, c'est le nœud nord. Donc on le sait, ça, c'est un peu le karma qu'on doit accomplir dans cette vie. Bah voilà, entre cette conjonction entre la lune et le nœud nord dans le signe du lion, bah vraiment on a quelqu'un qui était né pour briller. Et comme je vais revenir plus tard dans la vidéo, bah dès ses 13 ans, il est allé au Real Madrid, donc il a commencé à jouer au basket dès qu'il est né en fait, quasiment dès qu'il est né, parce que son père c'est un joueur professionnel, Sasha Doncic, c'était un joueur professionnel. Et du coup, très très jeune déjà, il faisait des 1 contre 1 contre les coéquipiers de son daron. Donc on voit, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de perdre. En plus, on voit très bel aspect avec Pluton, justement. Donc ça renforce l'obsession, justement, le fait que c'est important pour lui. Il a vraiment besoin d'être la star. C'est un joueur très comme ça. Il a un peu un aspect, un peu Cristiano Ronaldo dans le style là. Kobe Bryant, c'est un gars, la pression, il connaît. Donc je vous ai montré là, c'est le mec qui va prendre les derniers shoots de son équipe. Son équipe perd de 2 points, il reste 5 secondes à jouer, il faut absolument marquer un 3 points. Tout le monde sait que c'est lui qui va le prendre, mais c'est pas grave, il va faire son 1 contre 1, il va faire son action, son step back, il va marquer sur la gueule d'un joueur et il va faire du trash talk. Vraiment, ce Mars en Scorpion, Luka Doncic, il adore. Des fois, il a le côté un peu poisson, gentil, il joue aux jeux vidéo, il est un peu dans son monde et tout, très gentil avec les journalistes. Mais quand un joueur, il lui parle mal ou le sous-estime, et il a vraiment l'envie de le détruire et de lui montrer que c'est le meilleur. Et puis après, de lui dire devant la télé nationale que, voilà, qu'il est meilleur que lui et que le gars, il devrait se barrer de la NBA. Donc Luka Doncic, derrière ses petits airs, c'est un gars, donc vous l'avez vu dans la petite vidéo que j'ai mis au début, il est super, super passionné. Et ça, c'est beaucoup le Scorpion et le Lion. Maintenant, pour les défauts, alors là, peut-être on le verrait pas forcément, mais un défaut qu'il a eu dans son jeu, c'est souvent sa forme. Donc il a souvent eu quelques kilos en trop parce que c'est un très bon vivant. Et un autre défaut, c'est qu'il parle beaucoup aux arbitres. Donc il a beaucoup de fautes techniques. Le basket, c'est pas le foot. On peut pas dire n'importe quoi à l'arbitre et contester les décisions. Et du coup, bah ça, c'est ces 2 axes d'amélioration. Et d'après moi, ces 2 défauts, ils sont très liés à justement ce gros amas de planètes ici, cette conjonction entre Mercure, la planète de la communication, Jupiter, la planète de l'expansion de la philosophie et de l'excès, et aussi Vénus qui est la planète des plaisirs, de l'argent, de la mode et puis de ce qui nous met bien, quoi. D'après moi, cette conjonction, forcément, elle lui apporte du bien, mais par rapport à ses défauts, on peut y retrouver. Donc, on va commencer par la première partie de la conjonction, c'est Mercure en Poisson conjoint avec Jupiter en Bélier. Donc d'après moi, cette conjonction, vraiment ce qu'elle met en avant, c'est le côté, il peut pas la fermer. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, il doit en parler aux arbitres. Quand ses émotions, il se sent brouillé, donc avec tous ces signes d'eau et puis ce feu-là, lui, il a vraiment un volcan intérieur. Hein. Donc quand le feu et l'eau, c'est vraiment ça bouille, quoi. Et quand ça doit sortir, ça sort. Il n'arrive pas à se contenir. Donc vraiment, Mercure en Poisson, on le sait, c'est pas celui qui va dire la chose la plus intelligente tout le temps, mais il va dire quelque chose qui sort des tripes. Et bah voilà, si ses tripes elles bouillent à cause de Mars en Scorpion et qu'il est énervé avec un arbitre, il va pas hésiter à le dire. D'ailleurs, Jupiter en Bélier, le Bélier c'est le signe de Mars, le côté si Mars en Scorpion, il va pouvoir canaliser et se venger sur le long terme. Voilà, le Bélier c'est très explosif en fait. Donc d'ailleurs toutes les vidéos tout ce que je vous dis avec ces aspects, je vous mets plein de vidéos dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Donc je parle de tous ces placements un peu plus en détail. Donc ça c'est pour la première partie des défauts.
Mais l'autre partie qu'il a aussi, c'est cette conjonction entre Jupiter, de nouveau les excès, l'expansion, l'optimisme, avec la planète des plaisirs. Donc forcément, c'est un bon vivant, on sait, il aime bien la bière, des fois il fume des clopes, il fait sûrement des autres choses, il aime bien faire la fête, comme beaucoup de joueurs des Balkans. Les joueurs des Balkans, c'est des tueurs sur le terrain, mais après, c'est des bons vivants. Donc eux, ils ont cet équilibre. C'est pas comme LeBron James, dont je vais revenir après, le pur Capricorne qui a une hygiène de vie vraiment ultra carrée. Un peu comme Cristiano Ronaldo, par exemple, qui lui a aussi du Capricorne, Mars en Capricorne. Ou Stephen Curry, comme je l'ai dit, Mars en Capricorne. Lui, il a pas le Capricorne, hein. Lui, il a pas de signe de terre. Hein. Donc vous le voyez, ni en Vierge, ni en Taureau, ni en Capricorne. Lui, il a pas trop ça. Donc lui, ça vient vraiment des tripes. Ça vient pas forcément, il s'entraîne beaucoup. Mais lui, c'est beaucoup du talent, du feeling et de la passion. Hein. Donc c'est pas une hygiène de vie qui est très carrée et très suivie. Par contre, où c'est que je pense qu'il y a un point d'amélioration dans le futur, c'est ce Saturne en Bélier, justement, dans le tout dernier degré, donc à toute la fin du signe du Bélier. Et Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc, d'après moi, à la fin de son premier cycle de Saturne, donc le premier retour de Saturne qu'il aura dans 2-3 ans, en fait, donc là, Saturne est par ici, donc ça va mettre environ 3 ans à venir jusque-là. Là, d'après moi, il a vraiment l'occasion, en fait, d'apprendre à Saturne, c'est la retenue, justement. Si Jupiter, c'est on ouvre le robinet, on laisse tout couler. Saturne, c'est au contraire, on prend de la retenue. C'est l'hiver, il faut faire des réserves pour l'hiver et il faut penser long terme. Et du coup, d'après moi, avec ce Saturne en Bélier, il a vraiment l'occasion d'apprendre à, justement, un peu canaliser tous ses désirs. Je finirai directement par sa compatibilité avec LeBron James. D'après moi, elle sera très bonne. Donc, j'ai pas imprimé le thème de LeBron James, mais je peux vite vous l'expliquer. Donc, lui, il a le soleil en Capricorne. Il est né en toute fin d'année, le 30 décembre 84. Donc, Capricorne Poisson, ça va bien, justement. Ça va lui apporter ce côté un peu un rock, quelqu'un de très discipliné, justement. Mais LeBron James, il a aussi Mars en Poisson. Donc, ça va activer le soleil de Luka Doncic, va activer l'esprit compétitif de LeBron James. Et le trigone avec son Mars en Scorpion, ça va faire, voilà, on le voit, ça va faire un triangle, c'est 2 signes d'eau, 1 signe de terre, donc ça va bien. Et LeBron James, il a aussi la lune en Bélier. Donc il a aussi ce côté feu. Et on le sait, quand quelqu'un a Vénus en conjonction avec la lune de quelqu'un d'autre, souvent c'est des personnes qui deviennent amies, parce que dans leur vie, on va dire, la vie active, le basket, c'est surtout les énergies yang, donc le soleil et Mars. Tandis que la vie plus comment on profite de la vie, notre vie en famille et tout, c'est plutôt Vénus et la Lune. Et du coup, LeBron James, il me semble que lui, sauf erreur, il a Vénus en Verseau, je crois. Et du coup, on voit dans le côté féminin, le côté yin, ils sont plus les deux sur l'axe air et feu, justement. Désolé, je m'embrouille un peu à vous expliquer des thèmes astro que j'ai même pas devant les yeux. Mais en gros, d'après moi, la compatibilité, elle va être bonne. D'ailleurs, c'est intéressant, Luka Doncic a été échangé contre Anthony Davis, qui lui aussi est un poisson avec la lune en Scorpion. Donc au final, c'est un peu les mêmes énergies que LeBron James, il va se retrouver. Alors maintenant que la partie sur l'astrologie elle a été faite, je vais pouvoir m'attarder un peu plus sur l'histoire de son transfert et aussi vous parler de lui en tant que joueur et un peu la relation que j'entretiens avec lui en tant que fan. Alors je vais devoir vraiment me canaliser parce que là je vais commencer à parler de basket et la vidéo elle peut facilement durer 2 heures et j'aurais pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu concis mais sachez déjà que là ça va un peu partir dans tous les sens. Alors Luka Doncic, moi je suis un grand fan de lui depuis qu'il a 16 ans. Parce que ce que certains d'entre vous savez peut-être, d'autres sûrement non, je suis suisse c'est vrai, mais je suis aussi espagnol. Donc ma famille vient d'Espagne et la famille de ma mère vient de Madrid. Donc pour moi, le bled, c'est Madrid, quoi. C'est de l'endroit où je viens. Donc forcément, je suis fan du Real. Forcément, étant un grand fan de basket, je suis un fan du Real Madrid Basket. Et Luka Doncic, c'était notre prodige, quoi. À 16 ans, il a commencé à jouer avec la première équipe. Il est venu au club quand il avait 13 ans. Donc il est venu de Slovénie. Son père était un joueur professionnel en Serbie. Et du coup, vraiment, le gars, il a fait des exploits gigantesques depuis qu'il est arrivé à 13 ans. Il joue avec les moins de 16, donc un groupe en dessus. Quand il avait 15 ans, il commençait à jouer avec les espoirs. Et quand il a eu 16 ans, il a joué avec
l'équipe ACB, quoi. Donc vraiment le Real Madrid 1, la première équipe, celle des adultes qui joue l'Euroleague. Donc l'Euroleague, c'est la deuxième meilleure ligue de basket du monde après la NBA. Et du coup, les Américains, ils le connaissaient pas trop. Donc vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais si vous êtes fan de basket, vous savez que Luka Doncic a été sélectionné à la 3e place de la draft. Oula, ça fait un moment, je me rappelle plus l'année. C'était quand? 2016, 2017, je sais plus, quelque chose par là, je le mettrai par écrit. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas été sélectionné premier. Donc je le rappelle, en NBA, les meilleurs jeunes, ils s'inscrivent à la draft, c'est une sélection. Et après, toutes les équipes peuvent choisir parmi les joueurs qui veulent arriver en NBA. Sachant que, grosso modo, vraiment pour vous imaginer, la pire équipe, c'est pas comme au foot en Europe, donc au foot ou même au basket en Europe, mais dans la plupart des ligues, il y a des relégations. Donc la pire équipe, elle va dans la ligue d'en dessous. En NBA, il n'y a pas de relégation. Les 30 équipes, elles sont fixes, c'est 30 propriétaires. Et il n'y a pas de la pire équipe, elle sort en fait. Et du coup, l'intérêt de la NBA, c'est que les 30 propriétaires se fassent de la thune. Donc il faut que toutes les équipes soient fortes. Et pour ça, il y a le système de draft, de sélection. Draft, ça veut dire la sélection. Et en fait, en gros, grosso modo, la pire équipe peut choisir le meilleur jeune qui veut aller en NBA chaque année. Pour vous faire une idée, pour que la pire équipe, en fait, elle ait un très bon joueur et qu'elle puisse remonter. Puis comme ça fait que, justement, c'est cyclique. Et en gros, quelqu'un de fan du Real Madrid comme moi, ou de basket tout simplement, quand il s'est présenté à la draft, c'était sûr et certain que le mec, c'était un prodige du basket et que c'était le meilleur joueur de la draft. Il y avait des doutes sur sa condition physique. Est-ce qu'il allait être assez rapide pour défendre sur des meneurs? Ils se sont pas dit au bout d'un moment qu'aucun meneur faisait 2,5 m comme lui et puis 130 kg, je sais pas combien, et que c'est l'inverse en fait. C'est les meneurs qui n'arrivent pas à défendre sur lui parce qu'il est trop grand. Puis que de toute façon, la défense quand tu es au poste de meneur, tu peux compenser avec les pivots et les intérieurs en fait. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de doutes. Il n'a pas été choisi en premier. Mais pour quelqu'un comme moi qui était très fan du Real, c'était clair que c'était un prodige en fait. Puis qu'il avait le hit factor, on appelle ça. Vraiment, il avait le truc. Il avait le gène de la star. Donc le gars, c'était déjà une star au Real. Le Real, c'est un peu les Lakers des États-Unis justement. Donc je vais revenir un peu sur pourquoi c'est spécial qu'il ait été transféré spécialement aux Lakers. Et que je pense que c'est pas un hasard du tout et que c'était voulu pas par le bon Dieu, mais par le bon Dieu de la NBA, Adam Silver, le commissionnaire. Et qu'il y avait justement un aspect marketing. Parce qu'en gros, ça fait quelques années qu'il est en NBA, 6-7 ans qu'il est en NBA. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses superstars de la NBA. C'est un des joueurs qui a le plus de caractère et de personnalité. C'est le mec, en fait, qu'on pourrait se dire... Il y a Wembanyama, évidemment, que j'ai fait une vidéo sur lui, d'ailleurs toujours autant exceptionnel. Mais à part lui, justement, il y a un peu un gap avec les autres superstars un peu plus âgés. Les LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant. Tous ces gars-là, ils sont quand même plus âgés, en fait. C'est vrai qu'il y a des Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic qui ont plus ou moins mon âge, environ 30 ans, qui sont à leur prime. Mais derrière, clairement, la relève de la NBA, c'est sur Luka Doncic. Et du coup, voilà, ça c'est déjà la première partie. Luka Doncic, je l'ai toujours validé, ça a toujours été un gars que j'ai adoré. Et forcément, je suivais Dallas vraiment principalement pour lui. Alors, pour comprendre pourquoi ce trade, donc cet échange, il est vraiment scandaleux, il faut un peu que je vous explique l'histoire des Dallas Mavericks, donc l'équipe chez qui il jouait. En gros, il le sélectionne 3e, et il le sélectionne, en fait, si vous voulez, l'histoire de cette franchise. Elle a été créée, sauf erreur, dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Elle a été jusqu'à très longtemps considérée comme la pire équipe du basketball, avec les Clippers en fait. C'était vraiment le running gag, c'est que les Dallas Mavericks, ils étaient nuls. Dallas, c'est vraiment... Donc Dallas, c'est dans le Texas, et le Texas, c'est beaucoup plus un état de football américain. Donc toute cette zone des États-Unis, la Bible Belt, on appelle ça. C'est une zone très concentrée sur le football, alors que le basket, c'est plus dans la Rust Belt, donc Indiana, tout ça. À New York, évidemment, la Californie, c'est là où il y a le plus de basketteurs.
Et en gros, Dallas, c'est une équipe qui pue du cul, on va le dire clairement, jusqu'au jour où ils draftent un Allemand qui avait un peu du potentiel, qui joue en Europe, en 1999, je crois, ou 98, quelque chose comme ça. Et cet Allemand, c'était Dirk Nowitzki. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, en gros. C'est vraiment un des 20-30 meilleurs joueurs de l'histoire. Surtout, offensivement, il était super fort. Et en fait, il a été précurseur du basket. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un des joueurs qui a le plus fait avancer le basket, en fait, tout simplement. Pour deux aspects. Déjà que c'est une des toutes premières superstars européennes. Donc, un peu en même temps que Pau Gasol, Tony Parker, tous ces gars-là. Donc, il a beaucoup aidé à casser ce stigmate de dire justement, ah, lui, il est européen, on peut quand même le sélectionner haut. Alors qu'avant, les Américains, ils étaient un peu racistes avec nous, les Européens, quoi. Et aussi, il a changé le jeu parce que Dirk Nowitzki, il était connu comme étant un 7-footer, donc un gars de 2,13 m, donc vraiment un grand, qui pouvait shooter, qui était très technique. Et en gros, ce gars, ils l'ont sélectionné, ils ont fait plein de campagnes de playoffs, il est resté toute sa carrière à Dallas. Et il y a eu des hauts, des bas, surtout des bas en fait. Il était connu comme un des meilleurs joueurs, mais qui n'avait jamais gagné. Jusqu'en 2011, où les Mavericks, ils ont fait un des plus beaux runs de playoffs de l'histoire, où ils ont battu vraiment plein d'équipes super fortes, les Lakers de Kobe Bryant, Oklahoma City de Kevin Durant, Russell Westbrook quand ils étaient jeunes, et surtout évidemment le Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh en finale. Et du coup, voilà, ça c'était un des plus beaux titres de l'histoire, c'était avec beaucoup de vieux joueurs, un Dirk Nowitzki comme champion de l'équipe, mais qui, voilà, les gens ils croyaient plus en lui, parce que je crois qu'il avait déjà 33 ans ou quelque chose comme ça, tout le monde disait que c'était un loser. Et le gars il a carry, mais pendant tous les playoffs, il a fait des matchs d'anthologie, et il a gagné le titre à Dallas. Vraiment, c'est une légende à Dallas, il a joué toute sa carrière là-bas, c'est le joueur qui a joué le plus de saisons avec la même équipe, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a la deuxième plus longue carrière, 21 saisons. Le record, je crois que c'est 22 ou 23. Je crois que LeBron, il est en train de le battre maintenant. Mais LeBron, il a changé d'équipe. Lui, il est resté que à Dallas tout le temps. Et du coup, ce gars, c'était la légende. Et quand il a commencé à devenir très vieux, quand il avait genre 38 ans, forcément, Dallas sont devenus beaucoup moins forts. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'ils ont pu drafter Luka Doncic. Et du coup, la toute dernière année, ou les deux dernières, je sais plus, je me mélange un peu, c'est un peu des détails, mais en gros, la toute fin de carrière de Dirk Nowitzki, il a pu jouer avec Luka Doncic. Et il y a eu vraiment, c'était vraiment une histoire de ouf en fait, pour un fan comme moi qui aime vraiment le basket, et vu que je suis pas américain, je m'en fous que ce soit Minnesota ou Dallas ou Portland, en fait, moi j'aime bien l'équipe, la couleur du maillot, ce genre de choses. Et surtout les joueurs, parce que moi je regarde surtout pour le basket en fait. Mais du coup, j'aimais bien cette identité de Dallas, parce que justement, dans cette ligue où il y a vraiment des grosses équipes, des histoires, justement comme Miami, des équipes qui prennent plein de superstars de partout, et ils créent ces super teams et tout. Dallas, c'était plus, non, nous, on draft une légende internationale, on l'en fait le pilier de notre équipe, et on l'entoure en fait, et puis on va gagner grâce à la loyauté. Donc ça, c'était la com qu'ils utilisaient. Parce que voilà, c'est un peu ce qu'ils ont eu. Ils ont drafté Dirk Nowitzki, il est resté tout le long. Ils ont réussi à gagner le titre, ce qui a totalement changé l'image de la franchise. De pire loser de l'histoire à vraiment une équipe qui a pu défier les probabilités, on va dire. Et cette passation avec Doncic, elle était parfaite, elle était trop belle en fait. Parce que le problème de Doncic, c'est que vu qu'il a été très très fort dès le début, d'habitude quand tu draftes un super bon joueur comme Doncic, voilà, il a 19 ans quand il arrive. Du coup, forcément, ça peut pas, l'équipe gagne pas beaucoup. Et du coup, tu redraftes un très bon joueur. Et puis peut-être les 2-3 années qui suivent, tu fais la même chose. Sauf que là, il a été tellement fort direct, en fait, que ils ont pas trop eu l'occasion de faire ça. Ils ont entouré Doncic. Donc après, Nowitzki, il a pris sa retraite. Ils ont commencé à entourer Doncic avec un peu des joueurs. Ils ont laissé partir beaucoup de joueurs. Mais ils ont quand même réussi à ramener des gars qui avaient du talent. Donc ils ont drafté Derek Lively. Ils ont fait un trade pour Daniel Gafford. Et surtout, ils ont fait venir Kyrie Irving, donc un des meilleurs meneurs de l'histoire. Et même si beaucoup y croyaient pas trop, la saison passée, ils ont réussi à amener Dallas en finale NBA. Ce qui n'avait plus lieu depuis la dernière fois qu'ils avaient gagné le titre, donc en 2011.
Puis ils ont été un peu courts contre Boston, c'est vrai. Mais du coup, tout le monde y croyait. Tout le monde se disait, waouh, c'est trop bien. Cette équipe-là, elle est centrée autour de son meilleur joueur, qui est un mec qui a été drafté par Dallas. Il est fan de Dallas, il l'a toujours dit. Donc ce côté Mars en Scorpion, super loyal. Et puis le Lion aussi, Lion, Scorpion, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Mais ce qui est sûr, c'est des signes fixes, ils sont loyaux. Ils prennent beaucoup de fierté à ce qu'on trouve qu'ils soient loyaux en fait. Et du coup voilà, c'était vraiment, tout le monde se disait, il faudrait qu'il y ait un tremblement de terre pour que Luka Doncic il veuille se barrer de Dallas. Puis pourquoi je dis qu'il veuille se barrer de Dallas? Parce qu'il y a personne qui pensait que c'était possible que Luka Doncic, après avoir ramené son équipe en finale NBA, il se fasse transférer, à moins que ce soit lui qui arrive et qui dise, comme d'autres joueurs l'ont fait, non ça va pas maintenant, transférez-moi. Alors je vais vous expliquer maintenant quelles ont été les raisons officielles de son transfert que le general manager a donné. Je vais vous expliquer pourquoi ça tient pas du tout la route et pourquoi d'après moi ça fait quasiment aucun doute que voilà, la NBA a un peu truqué l'échange pour amener spécifiquement Luka Doncic à Los Angeles, non pas pour l'intérêt mutuel des deux équipes, mais pour l'intérêt du pognon de la ligue en gros. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le GM Nico Harrison, qui est un des mecs les plus détestés du monde, littéralement. Ils ont dû lui engager des gardes du corps exprès parce qu'il a reçu tellement de menaces de mort, de trucs comme ça. Parce que je rappelle, aux États-Unis, il y a une partie qui est extrêmement religieuse, chrétienne et tout, mais il y a aussi une partie, leur plus grande religion, c'est le sport. Hein. Donc vous avez vu la réaction des types et tout. C'est drôle un peu comme ça, mais pour eux, c'est vraiment identitaire en fait. Et pourquoi ils sont fâchés? Bah parce qu'ils se sont vraiment fait entuber en fait et que on les prend pour des cons et que voilà, tout le monde sait un peu que la NBA est un peu arrangée, mais là c'est vraiment chaud quoi. En gros, le GM, donc General Manager Nico Harrison, il a dit qu'il voulait changer de direction parce que Luka Doncic, il a pas une bonne hygiène de vie, une bonne éthique de travail et qu'il était trop gros. Le mec, c'est le gars qui a joué le plus de minutes l'année dernière, sur toute l'année en fait. C'est le gars qui a joué le plus de temps de jeu de toute la NBA. Le mec, il jouait 40 minutes par match en playoff, en étant le meilleur joueur sur le terrain. Donc le mec, il a fumé du crack, un truc de malade mental, hein, genre vraiment. Et c'est très rare que dans ce genre de situation, en plus, il y a une pique un peu. Genre, non, c'est vrai, on a pris une autre direction, mais là, vraiment, gros, il a dit, il est trop gros. Genre, c'est vraiment chaud. Hein. Alors, du coup, pourquoi ça joue pas du tout? Pourquoi on voit que c'est une excuse bidon? Même si, on l'a déjà vu boire des bières, on sait qu'il fume des clopes, on sait, voilà. Luka Doncic, c'est vrai que c'est pas LeBron James, clairement. Hein. Mais voilà, c'est le style serbe. Hein. Donc, c'est dans les Balkans. C'est comme Jokic, le gars, ça fait 5 ans, c'est le meilleur joueur du monde avec Doncic. Ça fait 5 ans, tous les étés, on le voit boire des bières. Après, il arrive sur le terrain, avec, il n'a pas des belles plaques de chocolat, mais il démonte tout le monde, en fait. Et du coup, pourquoi on sait que c'est du bullshit, en fait? C'est parce que déjà, le surnom d'Anthony Davis, c'est Day to Davis. Donc, quand tu es blessé en NBA et puis que tu es questionnable pour le prochain match, on dit que tu es en Day to Day. C'est-à-dire demain on vous dit s'il joue mardi ou chaque jour on fait une update en fait. Et le gars il est tellement souvent blessé que son surnom c'est, le gars il s'appelle Anthony Davis et son surnom c'est Day to Davis. Donc voilà, ça c'est pour vous dire. Et du coup dire on veut changer de direction de l'équipe pour reconstruire sur des gars qui sont en meilleure santé et tu le transfères contre le mec qui est connu pour être la superstar, très bon joueur Anthony Davis, rien à dire. D'ailleurs, c'est un peu un pauvre parce qu'on va se rappeler de lui pour ça, alors que c'est un des 100 meilleurs joueurs de l'histoire, je pense. Donc c'est vraiment une légende du basket. Hein. Dans le top 100 de l'histoire, c'est que t'es vraiment un très bon joueur. Mais voilà, déjà ça colle pas. Le gars, il a 32 ans, Luka Doncic, il en a encore 25. Personne n'a cru à cette histoire, en fait. Déjà, de 1. Et après, de 2, les journalistes, tout ça, ils ont posé des questions. Donc pour vous dire, le trade, quand il a eu lieu, le mec qui a annoncé le trade, qui est super bien informé, Shams il s'appelle, le gars il a dû dire
c'est pas une blague parce qu'il l'a d'abord mis, tout le monde a dit il s'est fait hacker, il a dû refaire un tweet. Non, c'est pas une blague, il s'est vraiment fait transférer aux Lakers. Donc tout le monde était sur le cul parce que d'habitude ce genre d'échange, on en entend parler en fait. Ah, Luka Doncic a dit qu'il n'était pas content avec la direction, donc il a demandé à être transféré. Puis il y a des fuites un peu, on dit ah ouais il voulait aller à Miami ou à San Francisco ou à New York ou je sais pas quoi. Et pareil, si c'était l'équipe, admettons que Nico Harrison il se soit dit ouais je vais le transférer. Le mec il a le meilleur joueur, un des 2-3 meilleurs joueurs de basket du monde dans son équipe, qui vient d'amener son équipe en finale NBA. C'est le mec qui a la cote NBA la plus haute, avec Nikola Jokic et Victor Wembanyama en gros. Qu'est-ce que tu fais quand tu es general manager de cette situation? Tu dis aux autres équipes, on est vendeur de Doncic. En plus il était blessé donc il jouait pas à ce moment-là. Faites-moi vos offres, faites-nous vos offres. Et là le mec il aurait reçu, mais il y a tout le monde qui l'aurait appelé. Toutes les équipes l'auraient appelé et il lui aurait tout donné. Mais 6 choix de draft, 2 All-Stars, des remplaçants super forts. Ils se seraient mais saignés pour pouvoir l'avoir. Genre vraiment beaucoup. Ils auraient eu 2 fois plus en échange. Là, ils ont reçu un petit choix de draft, Anthony Davis de 32 ans et Max Christie qui est un bon jeune. Mais voilà, rien à voir. Donc un gars qui pourrait peut-être être titulaire un jour, mais rien à voir avec une star ou comme ça. Quand on voit Rudy Gobert, pourquoi il a été échangé, genre 5 premiers choix de draft, plusieurs All-Stars, des trucs comme ça, des joueurs super forts, c'est vraiment... Tu vois ça et en fait tu comprends, s'il avait vraiment voulu trade Luka Doncic pour améliorer son équipe, il aurait fait un appel d'offres quoi. Et c'est clairement pas cette option qui aurait été l'option qui aurait le plus rapporté pour Dallas, qui les aurait le plus assurés pour le futur. Ils auraient eu des meilleurs joueurs encore plus jeunes que Doncic, peut-être pas meilleurs, mais en gros... À part Victor Wembanyama et Nikola Jokic, je pense qu'ils auraient pu avoir n'importe quel autre joueur de la NBA. Et sûrement Steph Curry qu'ils n'auraient pas échangé à 36 ans ou je sais pas quel âge. Donc déjà là, franchement je pense que 95% des personnes, elles savent que c'est un transfert qui a été truqué pour exprès amener Luka Doncic aux Lakers. Et maintenant on va passer dans la partie politique et je vais expliquer pourquoi. Ce qu'il faut comprendre avec le transfert de Luka Doncic, c'est que Mark Cuban, c'est un propriétaire très spécial en NBA. Parce que lui, il adore le basket, vraiment. C'est un fan de basket de première heure. Et lui, il aurait jamais validé ce trade. Parce que jamais un fan de basket, il aurait dit oui, on est gagnant à faire ça, en fait. Et tout fan de sport savait que c'était un poignard dans le dos énorme qu'on faisait à tous les fans de la franchise. Et que l'équipe allait vraiment être détestée si elle faisait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mark Cuban, il a plus son mot à dire. Parce que Mark Cuban, il a vendu la majorité des parts de sa franchise à une famille d'investisseurs américains. Donc voilà, je vais même pas les nommer ici parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà, ce qu'on peut savoir sur eux, c'est qu'ils sont absolument pas fans de basket, que c'est une famille qui a fait fortune avec les casinos à Las Vegas. Donc on sait que c'est voilà, le business des casinos à Las Vegas, évidemment, c'est synonyme de grand travail social, d'argent très propre, donc vraiment jamais de magouille là-dedans. Et comme la majorité des propriétaires NBA, donc pas Mark Cuban, mais comme la majorité des autres, ils partagent un point identitaire commun, qui n'est pas représenté par la majorité de la population, voire même par un petit pourcentage, mais en NBA, la majorité des propriétaires partagent ce trait identitaire, qui est aussi, on va le dire, accompagné d'une certaine idéologie politique vers le milieu du monde, quelque part, un peu, on va dire, à l'est de la Méditerranée. Et voilà. Donc je vais pas en dire plus sur leur identité parce qu'il n'y a pas besoin de faire des controverses ici. Du coup, c'est quoi les raisons? Pourquoi, ok, c'est des méga capitalistes, ils voulaient se faire de l'argent, du pouvoir politique. Pourquoi ils ont fait un trade qui a saboté leur équipe en fait? Et du coup maintenant je vais vous donner un peu quelques raisons. Alors il y a plusieurs théories à ça. Déjà, première théorie, c'est que Las Vegas c'est à 4 heures de route de Los Angeles. Luka Doncic il a prouvé que c'était une star internationale qui pouvait faire que des gens prennent l'avion pour vraiment aller le voir jouer. Et du coup par un peu...
Voilà, intérêt en fait, les gens qui vont à Los Angeles, ils ont beaucoup de chance d'aller justement après où ça, à Las Vegas. Pour jouer de l'argent dans les casinos et dans les hôtels évidemment, parce que ça va souvent de pair. Voilà, c'est toujours les business où c'est toujours facile d'un peu augmenter les comptes, hein. Ça on va aussi le dire, c'est bien pour blanchir l'argent, ça on connaît. Martin Scorsese il fait des films et il a tout bien expliqué déjà, hein. Et du coup ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est laquelle? C'est qu'en fait, il faut comprendre que ce qui rapporte le plus d'argent à la NBA, c'est le contrat TV. Donc c'est le contrat qu'ils ont signé avec les différents diffuseurs. Donc sauf erreur, il y en a plusieurs. Il y a ABC, TNT et ESPN, je crois. Et puis ils se partagent un peu les émissions, les matchs, ce genre de choses en fait. Ça c'est la télé nationale par rapport à les télés régionales qui vont justement passer un peu les matchs locaux. La NBA, elle a des matchs diffusés sur le réseau national où c'est tous les États-Unis qui peuvent voir ça en fait. Alors il faut payer un abonnement, bref, je sais pas. Le business d'américain. Et en gros, ce contrat TV là, il a été renégocié à 76 milliards sur 11 ans. 76 milliards sur 11 ans. 76 000 millions sur 11 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et cet argent, il est divisé par 30. Il y a 30 propriétaires ou groupes d'actionnaires propriétaires en NBA. Ce deal, ils le coupent à la moitié, en 30 parties équitables, et ils prennent chacun la même chose. Et du coup, c'est pas très compliqué en fait de comprendre que si une superstar joue à Los Angeles, et là on le voit déjà, c'est le gars qui, déjà dès son transfert, c'est devenu le gars qui vend le plus de maillots en NBA, et je pense que ça sera le cas pour les 5 prochaines saisons. Parce que même si Wembanyama il deviendra meilleur un jour, tout le monde veut pas acheter un maillot de San Antonio. Donc en France, tout le monde a su de Tony Parker, c'est clair, les gens n'ont pas de problème à ça. Mais ailleurs, voilà, San Antonio, on connaît pas. Moi, je connaîtrais pas la ville s'il n'y avait pas une équipe de basket là-bas. Alors que voilà, Los Angeles, les Lakers, ben voilà, tout le monde peut acheter le maillot de Luka Doncic. Comme vous avez tous déjà vu, quelqu'un avec le maillot de Kobe Bryant. Et du coup, l'idée, c'était quoi? Et c'est là où je me dis que la NBA, elle a clairement influencé aussi ça. L'idée, c'était de mettre un des meilleurs joueurs dans un des plus gros marchés. Donc un gros marché, c'est une ville qui rapporte beaucoup d'argent. Et du coup, envoyer Luka Doncic aux Lakers, ben, c'est une superbe histoire, hein, en tout cas pour la NBA. Parce que ça le motive, donc j'en ai parlé, Mars en Scorpion, la vengeance, le fait de vouloir vraiment... voilà, il reste poisson, il est sympa, il est dans son truc, il est fun, mais titille-le un peu, titille son ego, et là, il veut te détruire, hein. Donc on sait que ça l'a motivé, ça lui crée une super histoire, c'est genre, ben, Doncic, maintenant, il veut montrer qu'est-ce qu'il vaut à Los Angeles, donc ça a rapporté énormément. Et voilà, ça c'est déjà les grosses raisons, hein. Mais il y en a même, ça va plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que toutes les équipes NBA, elles se partagent équitablement ce contrat TV, en fait, pour beaucoup d'équipes, pour la majorité, le mieux financièrement, c'est quoi? C'est de dépenser le moins possible, en fait. Vraiment, de faire le radin. Parce que de toute façon, la plus grosse part de ton budget, de tes ressources, je veux dire, de tes bénéfices, c'est pas qu'est-ce que tu vends comme billet ou les maillots que tu vends. Alors peut-être Los Angeles, oui, justement. Mais la plus grosse partie de ton budget, ça va être ta part du contrat TV. Et ça, c'est la même chose que tu sois la pire équipe ou que tu sois la meilleure. Donc ça change rien. Alors l'idée, en gros, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es un propriétaire NBA, vu que le contrat TV, il devient tellement gros, toutes les équipes NBA, leur valuation, elle est à la hausse. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut très bien dire que ce que tu peux faire d'un point de vue purement investissement, c'est t'achètes la franchise, tu prolonges pas les joueurs, parce que Doncic, ils auraient dû lui payer 350 millions de dollars sur 5 ans. Et là, bah, vu qu'il est plus dans son équipe de base, il peut pas signer un autant gros contrat que s'il prolongeait dans l'équipe qu'il a drafté. Il va perdre environ 110 millions sur son contrat max. Donc là, il aura vraiment la haine, hein. Donc lui, vraiment, là, il va être en mission pour se venger, ça c'est clair. Ils ont créé un super vilain, la NBA, vraiment, vous réalisez pas, hein. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien se dire qu'ils ont décidé de faire ça. Ok, on fait en sorte que l'équipe, elle dépense le moins d'argent possible.
Et pour ça, bah, c'est mieux qu'elle soit pas très forte, qu'on dépense le minimum en salaire qu'on doit faire, parce qu'il y a quand même un minimum, sinon tu dois verser à tous tes joueurs, même s'ils valent pas, entre guillemets, les salaires que tu leur offres. Et tu peux faire ça quelques années, réduire les coûts, gagner les bénéfices justement avec les contrats TV. Et après, tu revends ton équipe avec une valuation plus élevée, même si l'équipe elle est devenue nulle. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a ce système de choix de draft et tout ça, bah, les investisseurs, ils savent que même si l'équipe elle est nulle aujourd'hui, dans 10 ans, elle pourra être super forte. Donc ça va surtout dépendre justement de l'attractivité de la ville, le tourisme que ça génère, ce genre de choses. Et en fait, cette famille, qu'est-ce qu'elle a eu avec Dallas? Son plus grand but, ou un de ses plus grands buts, il y en a un, c'est de déménager la franchise à Las Vegas. Donc parce que c'est un gros marché où la NBA, elle veut s'implanter. Et pour ça, en fait, elle a besoin d'avoir une raison de bouger une équipe. Et si l'équipe elle devient nulle et plus personne ne veut la voir à Dallas, bah, ça peut être l'occasion de l'amener à Las Vegas. Et ça, en fait, c'est un outil qui leur permet de faire de la pression sur quoi? Sur les législations de l'État du Texas. Donc là, je vous dis vraiment, quand je vous dis que c'est le transfert, c'est pas juste du basket, c'est vraiment vrai. Hein. Ce qui se passe, en fait, c'est que maintenant qu'ils ont fait ça, ce qu'ils peuvent dire, c'est faire du lobbying intense, en fait, justement, dans les diplomates, enfin les politiciens de l'État du Texas, pour qu'ils autorisent les casinos dans l'État du Texas. Parce que pour l'instant, il n'y a que 2 États, je crois, où tu peux faire des paris. C'est le Nevada et le New Jersey. Donc Las Vegas et Atlantic City, si je dis pas de bêtises là-dessus. Et voilà, la législation, c'est d'être autorisée au Texas, mais ça rapporterait des milliards en fait. Et du coup, bah, ça rapporte tellement d'argent à une équipe NBA. Et on connaît le dicton, du pain et des jeux, donner du pain et des jeux au peuple et il va pas se révolter. C'est important pour une ville d'avoir une équipe en fait. Ça ramène du tourisme, de la visibilité en fait, des gens qui viennent dépenser. C'est vraiment tout bénef. Et du coup, on pourrait imaginer en fait que cette famille, elle utilise cette pression-là pour justement permettre aux décideurs politiques de faire passer des lois dans leur sens. Puis finalement, le dernier truc que je dirais dans cette section et dans cette vidéo sur Luka Doncic, c'est que la NBA, elle aimait pas trop parce que, bah, comme je vous ai dit, tout le monde se disait, si Luka Doncic il demande un transfert, enfin s'il se fait transférer, c'est qu'il a demandé le transfert. Parce que c'est un truc qu'on voyait souvent ces dernières années. Donc des joueurs qui arrivent vers leur front office, donc les dirigeants, et ils leur disent, ouais, moi je suis plus content ici. Dans 1 an, mon contrat est fini, je peux me barrer où je veux librement. Je vais signer à New York, j'ai déjà décidé. Du coup, maintenant, soit vous me transférez à New York, déjà cette saison. Comme ça, vous avez 2-3 bricoles en retour. Et puis moi, je peux déjà aller là où je vais finir. Ou soit vous attendez, et puis je vais pas jouer au max. Et puis l'année prochaine, je pars et vous gagnez rien. Et du coup, bah voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris sur le fait accompli justement beaucoup d'équipes. Donc eux, ils ont signé les gros contrats comme s'ils allaient rester. Donc, parce que quand tu prolonges dans ton équipe, tu peux toujours signer un plus gros contrat. C'est justement pour motiver les joueurs à rester dans les petites équipes qui les ont draftés. Parce que sinon, forcément, si tout le monde pouvait signer les contrats, il n'y avait pas de règles. Tout le monde signerait à Los Angeles ou à New York ou à Miami, quoi. Les équipes dans les meilleures villes qui ont le plus de thunes. Et du coup, voilà, là, les joueurs, ils ont commencé à faire les divas beaucoup. Et ça plaisait pas déjà aux fans. Parce que voilà, on n'aime jamais être fan d'une équipe. Avant ça se faisait, mais discrètement en fait. Aujourd'hui, ça se fait publiquement devant les médias pour mettre la pression. Et le problème, c'est que quand les joueurs ils demandent un transfert, ben, ça fait baisser la valeur du joueur en fait. Parce que le joueur, il va dire, voilà, je me barre dans 3 ans. Je prolonge que si vous me transférez à Miami, San Francisco ou New York. Et si vous me transférez vers Milwaukee, parce que c'est l'équipe qui vous donne le plus de joueurs en échange, bah moi je leur dis direct que je vais pas prolonger. Et du coup, bah forcément, ils vont vouloir donner moins. Et ça, la NBA, elle aimait pas comme manière de faire. Surtout les propriétaires, parce que voilà, c'est un peu comme dans l'industrie de la musique. Il y a ceux qui font l'entertainment et il y a les producteurs et les propriétaires NBA. Donc voilà, c'est un peu le même rapport de pouvoir. De nouveau, je ne vais pas rentrer plus dans les détails identitaires de
quelle identité compose la majorité des artistes aux États-Unis et des sportifs par rapport aux producteurs et aux propriétaires. Donc voilà, il n'y a pas besoin de le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qu'ils ont fait, ça a vraiment choqué les stars NBA. Parce que toutes les stars NBA, elles ont été interviewées après l'échange. 100% de la NBA est choquée, a vraiment été choquée par ce qui s'est passé. Et je pense que c'était un message clair de la NBA. Ils ont fait exprès de faire un truc que ça se voit, que voilà, ça a été fait pas dans les règles de l'art, mais vraiment que c'est la NBA qui a décidé en gros qu'est-ce qui allait se passer. Et je pense que la majorité des propriétaires, ils ont dû être plus ou moins mis au courant et qu'ils ont été d'accord et que ça a été fait exprès que les journalistes, les autres general managers, tous les gens au basket, ils soient pas trop au courant, mais que ce soit vraiment business. Donc les propriétaires, ils étaient sûrement au courant, le chef de la NBA, le commissioner, tout ça. Et en gros, ils voulaient faire passer le message vraiment, hey les cocos, ok, on a besoin de vous pour faire le produit, mais oubliez pas que c'est nous les patrons quand même. Donc vous êtes sous contrat, vous êtes à nous. Hein. Donc voilà, ça va être très intéressant aussi. Voilà, ça les a calmés, ça les a rappelé que c'était des professionnels et puis pas des divas. Donc voilà, il y a un peu un entre-deux, moi je trouve un peu. Donc j'aime pas les divas, mais en même temps j'aime pas l'esclavagisme non plus. Donc ça reste des personnes qui peuvent faire leur choix de carrière et tout. Et au final, voilà, je trouve qu'il y a un peu un rapport de force en NBA entre les joueurs et les proprios. Qui a le plus besoin de qui? Ben, la vérité, c'est que maintenant que les joueurs ils commencent à être presque milliardaires, ben, ils vont pouvoir bientôt s'organiser pour faire leur propre ligue. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais voilà, pour l'instant, ça reste la NBA, c'est une ligue de basket, mais en vrai, c'est une télé-réalité avec des basketteurs dedans. Ça sert à rapporter beaucoup d'argent, ça sert à montrer une idéologie politique, donc pour le meilleur et pour le pire. Donc on l'a vu ces dernières années, il y a eu beaucoup d'activisme fait par la NBA, encouragé par la NBA sur certaines questions très précises. Et on a vu, bah voilà, si on est dissident avec cette idéologie politique, ou avec ces différentes idéologies politiques que la NBA elle met en avant, il y a zéro liberté d'expression. Tu te fais saquer, la NBA elle fait que tous les journalistes ils disent de la merde sur toi, et puis au bout d'une année il n'y a plus aucune équipe qui t'offre un contrat alors que tu as le niveau encore. Donc voilà, sur plein de questions politiques, ceux qui ont osé donner les mauvais avis en NBA ils se sont bien fait niquer, alors que d'autres comme LeBron James, qui lui on lui a bien dit tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, on fait de toi le king médiatique. Lui il dit tout ce qu'il faut et puis voilà, il lit la couverture d'un livre, il fait semblant qu'il lit, il donne son avis et puis il dit ce qu'on lui dit de dire. Puis il est content d'être un propagandiste, jusqu'au jour où son fils fasse une myocardite alors qu'il avait 20 ans. Donc voilà, on se demande pourquoi pas, je sais pas, est-ce que ça a à voir avec les choses qu'il a dit, les choses qu'il a pas dites. Moi je sais pas, je mets juste l'observation que j'ai faite là-dessus. Voilà, chacun est libre de se faire un avis. En tout cas, bah voilà, c'est tout pour la vidéo sur Luka Doncic, sur la NBA, sur les complots NBA, sur son transfert, sur ce que je pense de son thème astral. Donc voilà, cette vidéo, ça faisait un moment qu'elle me démangeait. J'avais envie de vous en parler, mais il a fallu que j'attende quelques semaines pour que le choc soit digéré. Donc, ils font chier, maintenant je vais être obligé de regarder les Lakers. Donc moi, je suis fan des Celtics. Donc c'est comme Real Barça en fait. Donc là c'est l'équivalent que s'ils avaient transféré Cristiano Ronaldo au Barcelone quand il joue au Real un peu. Maintenant je vais être obligé de regarder les Lakers parce que je suis toujours fan de Doncic. Donc voilà. Voyez qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire par amour pour un joueur, hein, même regarder les Lakers jouer. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je commence à perdre ma voix. J'ai beaucoup aimé vous la faire. On se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Et je vous dis au revoir avant que ma voix elle parte totalement en couille. Allez, au revoir. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.